En manchette ce soir, l'éducation n'est pas une option. 3 écoles en 4 ans et on découvre les cuisines collectives. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'Infomac du 29 septembre. L'éducation n'est pas une option, c'est ce qu'ont scandé près de 300 étudiants de l'école secondaire Hormidas-Gamelin de Buckingham. Les étudiants ont organisé une manifestation surprise sous une pluie battante pour soutenir leurs enseignants dans les négociations qui les opposent au gouvernement. Les étudiants se disent victimes de ces coupures, notamment avec l'annulation de nombreuses activités. Les élèves rencontrés ne blâment pas les enseignants dans ce dossier. Organisés pendant les heures de classe, les étudiants sont restés dehors pendant près de 3 heures. Le tout s'est déroulé de manière pacifique sous le regard de nombreux policiers du service de police de Gatineau qui étaient présents sur place. Certains étudiants sont allés jusqu'à repousser leurs collègues afin de dégager le trottoir et ainsi rester dans les règles. Émilie Patry est étudiante et nous donne plus d'explications sur la manifestation. En ce moment, on manifeste contre l'austérité. On est tanné des coupures, on veut qu'il y ait du changement, puis on veut pas qu'il y ait plus de monde dans nos classes. On veut que nos professeurs soient bien payés, qu'il y ait un bon salaire, qu'ils soient contents dans leur travail. On veut aussi avoir de l'aide, comme des ressources quand on a besoin d'aide. Puis en ce moment, c'est coupé par le gouvernement. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est pour ça qu'on est ici. On a gardé ça secret jusqu'à aujourd'hui à midi, mais j'ai eu la chance de parler avec quelques professeurs, puis ils peuvent pas dire qu'ils sont pour, mais tu vois dans leur visage qu'ils sont quand même assez contents. Présent sur place, le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, Jocelyn Fréchette, n'endossait pas le geste posé par les étudiants. Comme la manifestation s'est déroulée lors des heures de classe, le président tenait à souligner qu'il existe d'autres plateformes pour exprimer leur mécontentement, notamment lors de la séance des commissaires, comme il l'indique dans les commentaires suivants. Regarde, dans n'importe quelle manifestation, quelle qu'elle soit, on a eu de la part des enseignants qui sont venus nous rencontrer au conseil. Je crois qu'il y a des forums, il y a des places que les jeunes peuvent venir s'exprimer. Le conseil des commissaires est la meilleure place. On a toujours été ouvert. Il y a une parole au public, puis je crois que c'est l'endroit qui a été le mieux pour faire valoir leur doléance. Puis on comprend que les étudiants, dans le fond, sont impactés par cette situation-là de négociation. Mais c'est normal. On parle de compression, on parle de différentes choses qui influencent et qui dans le fond, fait que les étudiants sont un petit peu en furie, on l'entend. Mais sauf que nous, comme commission scolaire, on ne peut pas endosser non plus des types de mouvements comme ça qui se font à l'intérieur des heures de classe. On trouve ça dommage parce qu'il y a d'autres forums, il y a d'autres places pour mieux s'exprimer. On continue le bulletin de ce soir avec l'histoire d'un jeune garçon de 8 ans, Jérémy Bissonnette. Ce dernier réside à Plaisance. Une pétition circule présentement sur sa situation scolaire à la commission scolaire au Cœur des Vallées, la CSCV. Au moment d'aller en ondes, c'est près de 300 personnes qui avaient signé la pétition. Mais qu'en est-il exactement? Depuis son entrée en maternelle, Jérémy, qui a quelques ennuis de santé, a été transféré d'établissement 3 fois au courant des 4 dernières années. Âgé de 8 ans, il devrait se retrouver en 3e année, mais pour l'instant, il n'est qu'au stade de première année. Jérémy doit avoir un soutien constant en classe et présentement, sa mère, Kim Leblanc, dénonce le fait qu'en plus de le transférer d'école encore une fois, on lui octroie que 7 heures par semaine avec des services spécialisés. C'est au mois de juillet dernier que Kim Leblanc a appris que son garçon allait bouger d'école encore une fois. Elle aurait tenté de rejoindre à de nombreuses reprises les personnes à la commission scolaire pour avoir des réponses, mais sans succès. Certaines personnes de la CSCV auraient même poussé la note plus loin en lui répondant, et je cite, « Ce n'est pas parce qu'on vous entend qu'on vous écoute. » Fin de la citation. On peut justement écouter la mère de Jérémy qui se demande pourquoi on transfère son garçon d'école alors qu'il demeure tout près de l'école primaire à Plaisance. Puis quand j'appelle la commission scolaire, on me dit « Oui, je vous comprends, nanana, mais c'est comme ça. » Sauf que mon fils, il a besoin d'adaptation, il a besoin d'être avec ses amis, avec son monde, avec tout ce qui est à lui, dans le fond, là. Mais non, on ne prend pas ça en considération. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'étude de cas, ce que les spécialistes en ont pensé. On me dit qu'à Montebello, il va y avoir plus d'aide. Mais c'est des listes d'attente. Quand j'ai demandé est-ce que Jérémy va être par-dessus les listes d'attente et tout, on me dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf en quoi Montebello peuvent donner plus d'aide à mon garçon? C'est ça ma question. On me dit qu'il n'y a pas de place à Plaisance, mais pourtant, c'est sa place à lui. Plusieurs d'autres élèves de d'autres villages sont là à sa place, mais lui ne peut pas rentrer à sa place. C'est beaucoup d'adaptation pour Jérémy. On parle de 6 mois. Il faut qu'il s'adapte à tout. Le professeur, le TES, tout.
Donc, tu sais, c'est beaucoup. Là, pour un enfant, là, il y a 8 ans, il est supposé être en 3e année, il est juste en 1re année parce que ça ne fonctionne pas. On a trop d'adaptation pour lui. Ça fait, comme vous dites, là, 3e école en 4 ans d'année, c'est beaucoup. Même nous, on ne serait pas capable de tolérer ça, de changer toujours de place comme ça. Jérémy était diagnostiqué par l'hôpital Sainte-Justine de Montréal du syndrome de Gilles de la Tourette, d'un TDAH, d'une dyspraxie, d'un trouble sensoriel, d'un trouble affectif et d'un trouble d'opposition. Jérémy est quand même très conscient de sa situation et aimerait tout simplement retrouver ses amis. Les enfants diagnostiqués avec ces troubles ont, au dire de la mère, un immense besoin d'une stabilité et d'une routine, ce qui n'est présentement pas le cas pour Jérémy. Je vous rappelle que Jérémy est niveau de 1re année, ce qui est une preuve tangible pour sa mère que le dossier de son garçon est très problématique et qu'il ne reçoit pas les services dont il a besoin. C'est pourquoi sa mère a choisi de le garder avec elle à la maison, comme il nous l'indique dans ses commentaires. Jérémy est à la maison. Moi, j'ai pris la décision, après avoir parlé plusieurs fois avec la commission scolaire, qu'on me claquait la porte au nez, qu'on me dit que c'était pas eux, c'était plus haut qu'eux, qu'on me donne pas de nom, qu'on me donne rien. J'ai même téléphoné à la protection de l'élève, puis on me disait que je faisais pas ça dans les règles. Mais on me donne rien. Quand je téléphone, je demande de l'aide, on me donne rien. On me donne seulement comme réponse que, selon l'étude de cas de Jérémy, c'est comme ça. Sauf que quand j'ai téléphoné, on me dit, j'ai bien spécifié que mon gars s'appelait Jérémy Bissonnette et tout pour qu'on m'aide, dans le fond. Pardon. Et non, ils n'étaient même pas capables de me dire qui était Jérémy au téléphone. Ça prend 2 minutes d'aller voir dans les dossiers de Jérémy avant de me téléphoner pour qu'on puisse avoir un compte-rendu exact. Et c'est pas ça qui est arrivé. Donc, j'ai pris la décision de garder Jérémy avec moi. L'adaptation était peut-être pour être mieux pour lui. Il est avec son monde, avec sa famille. Les élèves ayant un diagnostic médical reçoivent ce qu'on appelle une cote. Cette cote est prise en considération lors des montants octroyés aux commissions scolaires pour les besoins aux élèves, comme par exemple des techniciens en éducation spécialisée. Selon la mère, Jérémy a une cote qui permet d'avoir 10 000 par année afin d'encadrer le petit. Mais avec les 7 heures de suivi par semaine, la famille se demande où va le reste des sous. Je saisis l'occasion pour vous inviter au prochain bulletin InfoMag, soit celui du 1er octobre, où le président de la CSCV, M. Jocelyn Fréchette, donnera ses commentaires et répondra à nos questions sur le sujet. Mais pour l'instant, on peut écouter les inquiétudes et les interrogations de la mère de Jérémy qui demande que son garçon puisse au moins étudier à l'école de son village. En principe, une subvention, chaque enfant qui a des cotes a une subvention. On me dit 10 000 Bien, 10 000 là, c'est pour lui, c'est pas pour les autres, mais c'est tout sur des petites cases. Fait que si un enfant en a plus besoin que Jérémy, bien, son 10 000 il va le prendre là. Sauf que moi, là, mon garçon, il en a besoin. Il y a juste 7 heures semaine d'accompagnement, c'est pas beaucoup pour lui. Il paye les TES, mais oui, mais c'est pas... On parle, tu sais, c'est ça, là. On parle d'argent, mais en même temps, on parle d'un sentiment de tout pour un petit gars, là. Il y en a plus besoin. Le 10 000 bien, donnez-le à Jérémy au lieu de le donner à tous les autres qui pourraient en avoir de besoin. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas quelque part dans l'argent, dans les choses. Là. On vous en parlait il y a quelques bulletins de la mise en place du frigo anti-gaspi situé à l'Ami de l'Entraide. On continue dans l'aide alimentaire. Connaissez-vous les cuisines collectives? Une rencontre d'information avait lieu le 28 septembre dernier afin d'expliquer le concept aux citoyens du secteur de Buckingham. Présentes partout sur le territoire de Gatineau, les cuisines collectives permettent d'échanger, de socialiser, de faire des petits plats et d'économiser, tel que nous l'indique Annie Saint-Jacques du regroupement des cuisines collectives de Gatineau. On s'assoit ensemble, on fait la planification. Donc, on décide ensemble qu'est-ce qu'on va cuisiner. On regarde les petits journaux, on regarde les spéciaux, puis on y va selon les spéciaux. Notre but, c'est que ce soit le plus économique possible. C'est pas juste une question de sauver de l'argent, mais c'est une question d'apprendre à cuisiner le plus simplement possible pour que ça soit reproduisable après. De cette façon-là, les gens aiment ça, puis ça leur donne le goût de recommencer à cuisiner. Donc, on fait nos petits choix, on fait nos recettes, on choisit nos recettes, ensuite on part, puis on va faire les achats. Ensuite, on revient ensemble, on cuisine et on évalue. Donc, c'est ça les 4 étapes d'une cuisine collective. Planifier, cuisiner, évaluer, puis les achats. Et goûter. Et goûter, évidemment. Oui, les gens doivent apporter leurs petits plats, puis chacun repart avec ça. Nous, ce qu'on essaie de faire, on fait partie de l'escouade anti-gaspillage aussi dans nos cuisines collectives. Donc, on ramasse tous les surplus de glanage qu'on redistribue dans nos cuisines. Donc, on fait la transformation de tous ces produits-là. Donc, ça coûte moins cher encore pour faire nos petits plats. L'expression « métro, boulot, dodo » prend tout son sens dans la société d'aujourd'hui. De nombreuses personnes ne prennent pas le temps de se faire à manger sainement ou ne mangent tout simplement pas. Les cuisines collectives servent justement à prendre quelques trucs afin de faciliter la saine alimentation.
Mais souvent, la perception des gens via ce type de cuisine peut être erronée. Vous pouvez communiquer avec le regroupement des cuisines collectives de Gatineau au 819-771-8391, le poste 236, afin d'avoir plus d'informations. Mais pour l'instant, Mme Saint-Jacques nous indique à qui s'adresse ce type de cuisine. Les cuisines collectives, c'est ouvert à tous. Ça peut être une jeune maman qui veut briser l'isolement, comme qu'elle peut venir avec sa mère, avec sa grand-mère, avec sa tante. On essaie de faire des cuisines intergénérationnelles aussi le plus possible. Comme ça, la grand-maman qui a une recette qui veut passer à sa petite fille, bien, c'est intéressant. Surtout les générations qui arrivent maintenant, c'est des gens qui savent cuisiner à partir d'une boîte. Donc, nous, on essaie de repartir à partir des bases, puis de remontrer aux gens comment cuisiner, faire une sauce à partir de rien, là, dans le fond. Là. Donc, on réapprend à cuisiner de façon santé, mais tout le monde ensemble, comme ça, c'est plaisant de cuisiner en groupe. On peut dire que ça bouge à votre télé communautaire. Plusieurs nouveautés ont été instaurées cette saison et un conseil d'administration a été reconduit. Voici l'entrevue réalisée avec le directeur de la TVC Basse-Lièvre, M. André Soucy. Je suis avec André Soucy, qui est directeur général ici. André, ça bouge à la TVC. Il y a eu l'AGA, justement, hier soir. Ben oui, hier soir, puis c'était une belle AGA pour ça. On est très satisfaits, le conseil d'administration et toute l'équipe de la TVC, de voir qu'on a reçu quelques 25 personnes dans nos studios, qui était une bonne année. Et les gens ont été vraiment satisfaits de la réunion, mais en plus, ils nous ont donné des témoignages vraiment intéressants qu'on pourra voir dans le cadre des émissions, puisque nous, de façon d'être transparent, bien, on a la chance de tourner des images. Alors, on a tourné au complet notre réunion, et puis cette réunion-là, elle sera présentée sur nos ondes, je vous l'appelle, vendredi soir à 17h30, puis il y aura également deux reprises dimanche à 9h et à 13h30. Alors, les gens pourront voir exactement ce qui s'est déroulé au cours de cette assemblée-là. Alors, je vous conseille de le faire. Et leur donner le goût de venir nous voir pour l'an prochain. Exactement. On continue avec le bingo. Il y a quelque chose de spécial là, cette saison. Ben oui, cette saison, tout d'abord, on a commencé la saison avec 2 gros lots à toutes les semaines. Ça, c'est tout à fait irrégulier. Là. On a pris l'exemple du mois d'avril et mai dernier. Maintenant, ce qui est encore plus spécial, c'est qu'on va célébrer le 27e anniversaire du bingo. Ça va faire 27 ans au début du mois d'octobre. Alors, à cause de cela, eh bien, on aura pour vous, encore une fois, les gens pourront jouer à une soirée de 3 gros lots de 1 000 $, donc 3 500 $ avec 8 parties. Alors, soyez prêts et prêtes à jouer au bingo entre 18h et 19h30 parce que ça va nous prendre au moins 1h30 pour jouer ce bingo-là. Alors, les cartes seront en vente à 8 $ au lieu d'être 7 $ qui ne sont toutes les semaines. Alors, on espère que les gens vont continuer à jouer avec nous autres et nous encourager parce que c'est important, ça fait partie de l'autofinancement et il ne faut pas lâcher. Et là, justement, on ne peut plus jouer au bingo sur Internet. Hein? Non, ça n'est plus possible de le faire, malheureusement. La Régie des loteries interdit le tout. La paroisse Saint-Grégoire de Nazianze, ici, on est dans le sous-sol du presbytère, a célébré son 175e anniversaire cette année. C'est quelque chose et ça va être télédiffusé. Ben oui, on a réussi à filmer la messe. Des gens qui n'étaient pas présents parce que c'était le mois d'été, alors des gens qui étaient encore en congé à l'extérieur de la ville. Alors nous, on a tourné ces images-là. C'est déjà passé à une occasion, mais il y a des gens qui nous ont posé la question quand est-ce qu'on allait repasser le tout. Alors pour le bénéfice de ces gens-là, bien, vous pourrez regarder le tout sur nos ondes le dimanche, le 11 octobre prochain, de 9h à 9h le matin. Alors il y aura également l'histoire de Buckingham, alors une autre période où on pourra présenter cette émission qui a été produite par la Société d'histoire et M. Riberdi, qui a bien préparé le tout. Alors, on aura cette émission également qui sera présentée le jeudi 8 octobre à 18h et le dimanche à 11h30. Alors, c'est des heures, c'est vite fait de vous dire là-dessus, mais ce qu'on peut faire, c'est d'aller regarder le site Internet de la TVC. Vous allez voir toutes ces heures qui sont complètes là. Alors, on vous invite à regarder ces belles émissions. Et là, on rentre dans le dossier, j'appelle ça émission spéciale. Il y a un débat qui va être créé justement pour les élections fédérales. Ben oui, et on invite les gens, Josiane, puis tu as donné l'instigatrice avec l'équipe technique et tout ça. Alors, mardi de la semaine prochaine, le 6 octobre, on demande aux gens de se rendre, ceux qui veulent aller voir. L'an passé, on avait fait le débat à la salle de l'Ange Gardien, peut-être un peu loin, il y a eu quand même un peu de gens, mais ici même au centre de service de Buckingham, dans l'ancienne salle de l'Hôtel de Ville de Buckingham, du Conseil, eh bien, c'est là qu'on va présenter le débat. Alors, les gens sont invités à venir assister, surtout à venir rencontrer. C'est un nouveau comté à Argenteuil-la-Petite-Nation. Alors, il y a 5 candidats
candidats qui veulent se présenter. Je ne sais pas si les 5 vont se présenter pour le débat même, mais on en est assuré au moins de 4. Et puis, les gens pourront venir écouter ce soir-là. S'il y en a qui veulent présenter des questions, bien, ils doivent le faire d'ici les prochaines journées. Là. Je pense que de votre côté, vous allez pouvoir en piger quelques-unes là-dedans, mais c'est certain que le débat se fait avec la télévision communautaire en collaboration avec TC Média, alors le journal Le Bulletin. Alors, on aura l'occasion de vous présenter le tout par la suite les semaines suivantes. Encore une fois, là, je ne vous donne pas il y aura au moins 5 ou 6 occasions que vous pourrez voir le débat. Alors, vous pourrez regarder ça sur la grille horaire. Excellent, sur le site Internet, justement. Exactement. Le projet Mémoire vivante, on a une belle collaboration ici à la TVC avec la Société d'histoire de Buckingham, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. M. Riberdi, avec qui on a travaillé depuis déjà plus d'1 an et demi, toute l'équipe technique et tout ça, on est déjà allé chercher près d'une trentaine d'invités qui ont participé à cette émission. Et on aura l'occasion dans les prochaines, déjà les montages ont été produits dans certains cas, et dans les prochaines semaines, les prochains mois, on aura l'occasion de présenter ça le tout sur nos ondes, mais également à la salle des Jardins, lors des spectacles à l'École secondaire Miss Gamelin, et puis évidemment sur les différents sites Internet et à la Société d'histoire même, avec sur les beaux écrans, la belle salle qu'on présente, où on présente les expositions à la Société. Une autre nouveauté qu'on a cette année, une émission sur le football, des Tigres, Arminas Gamelin, touchés parce que là, on n'avait plus de mobile, donc c'était impossible d'aller couvrir le football. Exactement, c'était plus possible. Alors, l'an passé, on s'est contenté d'aller chercher des images pour nos informations. On continue à le faire, évidemment, aussi. Mais cette année, on a appelé ça « Toucher le football des Tigres » et on a déjà 2 émissions qui ont passé en ondes et qui continuent à se dérouler dans les prochaines semaines. Et on peut dire d'ores et déjà que c'est très, très populaire. J'ai eu l'occasion d'aller en parler, d'aller voir le football dimanche et tous les gens nous parlent de ça. Alors, il y a plus de 700-800 personnes qui ont vu une première occasion, le premier épisode. Et depuis samedi, bien, on présente le 2e épisode qui parle des bénévoles, en plus du premier match en soirée, finalement, de nos Tigres. Alors, je vous incite à regarder ça. Alors, écoutez, regardez le titre-là, Toucher le football des Tigres, ne manquez pas ça, et vous n'allez pas le regretter. Vous allez le recommander surtout à d'autres personnes. Excellent, André. En dernière question, je veux savoir si les gens qui nous écoutent aimeraient ça peut-être s'impliquer avec la télévision communautaire, est-ce que c'est possible? Bien, c'est toujours possible. Il y a différents domaines. Il y a encore des gens ce matin, quelqu'un qui me disait, bien, moi, je suis un crack de l'informatique, est-ce que je peux faire du bénévolat? Alors, oui, j'ai pris son nom. Alors, on prend les noms, puis à certaines occasions, on a besoin de ces gens-là. Alors, ceux qui veulent s'impliquer, vous nous appelez ici à la TVC à 281-8250. Vous voyez de nos personnes que vous connaissez là, derrière les caméras ou à l'avant des caméras. Ça nous fait plaisir. Parfait, André. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Et là, les Flames ne brûlent pas personne. Oh non, que ça n'a pas brûlé fort cette semaine. 3 parties, 3 défaites. Ça s'est mis en branle, malheureusement. Il faut retourner à la défaite contre les Cobras de Terrebonne qui se trouvait être mercredi dernier. Une défaite de 6-5. Alors, le pointage, quand même, un match serré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Flames menaient 5-4 avec 1 minute à faire à la partie. Et Terrebonne a réussi à marquer 2 fois là, dans la dernière minute. Donc, ça s'est transformé en une défaite de 6-5. Ça a brassé un peu dans la chambre après la partie. Il y a des joueurs là, qui se sont dit leur cas de vérité. Il y en a qui ont été rencontrés. Sauf qu'il faut croire qu'ils n'ont pas rencontré les bons parce que ça ne s'est pas amélioré vendredi soir dernier contre les représentants de Vaudreuil-Dorion. Ça s'est soldé par une défaite de 7-3. Et réellement, là, ce qu'on a pu remarquer dans le match, surtout en fin de rencontre, c'est l'indiscipline. Il y a eu 6 joueurs du côté des Flames qui ont été suspendus, dont 2 pour plus qu'un match, 2 parties. Alors, naturellement, lorsqu'il se passe des choses comme ça, la prochaine rencontre est toujours difficile. Et là, l'équipe se dirigeait dimanche vers Princeville. Ils ont subi la défaite 11-3. Naturellement, ils avaient un alignement, comme on peut dire, un alignement réduit. Alors, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un sérieux examen de conscience du côté là, du personnel hockey et aussi du côté des joueurs. Il va falloir commencer à jouer un peu plus en équipe et avec un peu plus de discipline. Ce qui m'amène à parler, prochain match local, dimanche le 4 octobre prochain. Attention, notez l'heure, 14h30 en après-midi.
Excellent. On poursuit avec les Vikings. Oui, les Vikings qui ont amorcé leur saison dans la Ligue junior de la capitale nationale. C'est un niveau de junior C. On se souviendra que les Vikings sont les champions tenants là, de la dernière saison. Ça va très bien. Naturellement, ils commencent sur la route parce que à Papineauville, là, la température était trop douce. On ne peut pas arriver à faire tenir la glace. Mais ils ont quand même remporté là, leurs 2 premiers matchs. Le match d'ouverture est prévu pour le 18 octobre prochain à 14h30. Ça, c'est un dimanche. D'habitude, les parties locales du côté de Papineauville sont le dimanche. Alors, écoutez, c'est un club à aller voir jouer. Il y a quand même d'anciens Mustangs là, qui se sont joints à l'équipe. Écoutez, Papineauville, c'est quoi, 20 minutes, 30 minutes d'ici, puis profitez-en. Là, avec les couleurs, là, c'est peut-être, ça sera le temps d'y aller là, vers le 18. Pas vers le 18, mais pour la partie d'ouverture, le 18 octobre prochain. On va avoir la chance d'en reparler également. Oui. Et on poursuit avec les midgets. Oui, le Midget 3, les Intrépides, on sait qu'ils ont eu un bon début de saison. En fin de semaine dernière, ils étaient du côté de Magog pour affronter les Cantonniers. Ils ont divisé la série. Une défaite de 3-1 samedi, une victoire en fusillade dimanche de 6-5. Donc, l'équipe demeure en 3e position, qui sont quand même à 1 point seulement de la 2e place. Prochain match en fin de semaine, ici même là, au complexe Branchot-Brière, ce sera contre les Commandeurs de Lévis. Attention, samedi soir, 19h, le premier match, et le deuxième match dimanche à 14h, toujours du côté de Branchot-Brière. Excellent. Pour ça, avec les Olympiques. Oui, les Olympiques qui, on sait, ont eu un très bon début de saison, ont subi en fin de semaine dernière là, leur première défaite, une défaite de 9-6 contre Sherbrooke, et de l'avis de tous et du capitaine Alexandre Carrier, les joueurs n'étaient pas prêts et défensivement, on a très mal joué. D'ailleurs, Benoît Groux l'a dit. En début de match, on a fait 3 revirements en ligne. Il a regardé son entraîneur adjoint. Il dit « Ouh, ça va être long, ça va être long. » Alors, écoutez, quand même, moi, je pense que les Olympiques, cette année, ont l'équipe pour aller très loin. Excellent. C'est noté, c'est enregistré ta prédiction, oui. François. On s'en va en football avec les Tigres. Oui, on sait que là, la saison, on s'achemine tranquillement vers la fin de la saison. Il y avait des matchs du côté Benjamin et juvénile en fin de semaine dernière. Les Benjamins ont perdu un match serré, 9-8 contre les représentants de Nicolas Gatineau. Les cadets, comme je l'ai dit, étaient inactifs. Le juvénile, c'est une victoire de 27-20, un match chaudement disputé là, contre les représentants du Versant. On se rend compte là, cette année, premièrement, que les matchs sont beaucoup plus serrés là, du côté des juvéniles. Donc ça fait plaisir à Michel Leroy parce qu'on sait qu'il veut beaucoup de compétition. Il y a un match qui s'en vient parce qu'au classement, les Tigres et les représentants de Saint-Alexandre dans le juvénile sont ex-aequo avec 5 victoires et aucune défaite. Ce match-là, les 2 équipes se rencontrent en fin de semaine, samedi à 13h, et c'est du côté du Collège Saint-Alexandre, là, dans le secteur de Gatineau. Excellent, ça va en escrime. Oui, on sait que le masque de fer, ça a toujours eu une très belle réputation de produire des athlètes de haut niveau. Ça se poursuit parce qu'il y a une nouvelle figure là, du côté du club, Louis-Jacob Johannis. Lui, à sa première compétition provinciale, il a remporté la médaille d'or au centre Claude Robillard il y a 2 fins de semaine de ça. Ça lui a permis d'aller participer à la Coupe Canada en Colombie-Britannique, rien de moins. Il a terminé 15e. Alors, c'est quand même excellent. Il faut souligner aussi la performance de Camille Gervais, qui s'est illustrée avec une 13e place, toujours à cette Coupe Canada. Alors, on est toujours habitué à de bonnes performances du côté du masque de fer. Il s'agit de se rappeler des exploits d'Eliott Carrière, Yann Poirier, Philippe Adequer, Vanessa Lacasse-Soiric. Alors, on souhaite une très bonne saison à tous ces athlètes-là et de nombreuses médailles. Et là, on marche à Masson-Angers. Ah oui. Ça, c'est une belle initiative de 2 dames, Mme Kathleen Kennedy et Odette Raby, qui ont décidé là, de créer ce club de marche-là. C'est tout nouveau. Là. Ça commence cette année. Même, je pense, ils en étaient à leurs premières activités la semaine dernière. C'est simplement pour inciter les gens de tous âges, parce que c'est ouvert à tout le monde, à bouger. Il y a un volet naturellement social là-dedans. Les groupes se rencontrent, c'est-à-dire les marcheurs se rencontrent les mardis à 9h30 du côté de l'aréna Robert Rochon dans le secteur maçon. Il y a 2 trajets. Il y a un trajet là, pour les débutants en marche
marche, qui est un parcours qui est plutôt plat et un peu moins long. Et pour ceux qui marchent là, régulièrement, en partant de l'aréna, on se rend jusqu'au Tim Hortons. Alors, c'est quand même une bonne marche. Il faut se souvenir qu'il y a une certaine côte, là, à un moment donné, sur l'avenue Buckingham. Je le répète, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Excellent. Festival des couleurs maintenant. Ah oui, on sait là, que finalement l'été va nous quitter et à ce moment-là, on s'en va tranquillement vers l'automne. Et c'est une invitation là, des amis de la Forêt-la-Blanche. Ils invitent la population naturellement à venir visiter les sentiers pour observer là, les coloris et aussi les animaux là, qui se préparent là, à hiverner. Il y en a qui changent de couleur, etc. etc. Écoutez, il y a maintenant un centre de visiteurs là, qui est ouvert les samedis et les dimanches de 10h à 16h. On peut se procurer dans ce centre des cartes de sentier. Il y a des informations sur les espèces d'arbres qu'on retrouve et la faune locale aussi. Il y a une exposition de produits locaux à vendre. Il y a des salles de bain, ça c'est quand même intéressant. Il y a une salle à dîner. Il y a aussi des tables de pique-nique extérieures. Alors, il y a un labyrinthe aussi et un mini-rallye là, qui va pouvoir plaire aux enfants. Alors, on peut se promener naturellement dans les sentiers de 10h à 16h du lundi au vendredi, mais le centre est fermé la semaine. Et c'est 3 $ pour les 15 ans, moins 5 $ pour les adultes. Alors, c'est vraiment une activité là, qui n'est pas chère. Et là, tu nous parles d'un grand du baseball qui n'est plus. Oui, c'est Yogi Berra. Les gens qui sont peut-être un peu plus vieux que moi vont l'avoir vu jouer. Moi, c'est mon grand-père, mon père qui me parlait de ses performances. C'est peut-être ce que j'appellerais le dernier des vrais, là. Un vrai compétiteur. Écoutez, il a passé 14 saisons avec les Yankees de New York. Il a participé à 14 séries mondiales. Il en a gagné 10. Ça, c'est un record. 3 fois, il a été choisi meilleur joueur de son équipe. Et lui, il était connu pour des phrases là, absolument ahurissantes. Comme il disait, il n'y a plus personne qui va à cet endroit-là, c'est toujours plein. Le futur n'est pas ce qu'il était. Le baseball, c'est 90 % mental. L'autre 50 % c'est physique. S'il vous plaît, coupez pas ma pizza, coupez simplement ma pizza en 4, j'ai pas faim pour 6 morceaux. Alors, vous pouvez voir un peu le bonhomme. Eh bien, lui, il est décédé la semaine dernière. Merci beaucoup, François. Ah, ça m'a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, si vous avez des questions concernant le débat fédéral qui va se tenir le 6 octobre prochain, vous pouvez m'envoyer tout à nouvelles@tvc.qc.ca. Restez des nôtres. La capsule Mémoire vivante suit à l'instant. Mon nom est Josiane Hardy et je vous souhaite une très bonne soirée.